Alors aujourd'hui, on parle de ces grands classiques de la littérature que tout le monde aime, sauf moi. Il me donne l'impression d'être la seule rabat-joie là dans son coin, mais ça ne veut pas dire pour autant que j'ai tort. Parce qu'on a le droit, et j'insiste, on a le droit de ne pas aimer un chef-d'œuvre. Et c'est vrai qu'il y a toujours un peu une gêne à dire qu'on n'a pas aimé un grand classique, comme si c'était toujours de notre faute et qu'au fond on n'avait pas compris, alors que ces grands classiques sont un jour sortis en librairie comme des nouveautés, et on a tout à fait le droit de ne pas en apprécier la lecture. Après, il faut évidemment garder en tête que si l'on parle encore de ces livres des décennies, des siècles, voire des millénaires après, c'est quand même sûrement pour une bonne raison, mais ce n'est pas parce qu'un livre est manifestement génial qu'on est obligé d'en apprécier la lecture. On peut l'estimer intellectuellement ou esthétiquement et passer un très mauvais moment. C'est un peu comme certaines célébrités ou certains sportifs. Par exemple, je déteste Novak Djokovic, mais je reconnais que c'est un très grand joueur. Bref, voici la liste des 5 grands classiques de la littérature mondiale que je n'aime pas du tout. J'attends bien évidemment votre liste en commentaire, vous allez voir c'est très libérateur comme exercice, et puis ça permettra qu'on se connaisse un peu mieux. Par contre, le premier qui met mon livre préféré dans sa liste va avoir de sérieux problèmes. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis à liker et partager cette vidéo. J'ai prévu un classement basé sur l'échelle du désamour, donc on ira de l'indulgence hostile au rejet farouche. Et on commence tout de suite avec le livre en 5e position. C'est un roman d'aventure qui fait rêver le monde entier depuis plus de 150 ans. Il s'agit de 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. C'est l'histoire d'une expédition organisée pour traquer un monstre marin qui a été vu attaquer plusieurs navires. À son bord se trouve un professeur français et son domestique, ainsi qu'un harponneur canadien. Ils parviennent à trouver le fameux monstre, mais celui-ci s'avère être un sous-marin extraordinaire, le Nautilus, conduit par le capitaine Nemo, un homme mystérieux aux dessins inquiétants. J'ai écrit un mémoire sur ce livre, j'ai écrit presque 100 pages, donc autant vous dire que s'il avait dû se passer quelque chose entre lui et moi, je pense que ça aurait eu lieu à ce moment-là. Donc s'il est dans cette liste, c'est pour 2 raisons. L'une qui est totalement de mon fait, et une autre qui est du sien. On est sur une responsabilité partagée. Si je n'aime pas ce livre, c'est de ma faute, au sens où je me suis rendu compte avec les années que les histoires d'aventure qui n'étaient pas de la fantaisie, ça ne marchait quasiment jamais sur moi. J'ai besoin, pour les apprécier, d'une certaine dose de complot et de trajectoire personnelle. Et là, autant vous dire que c'est vraiment pas le cas. On n'est pas sur une histoire qui a de l'ampleur, même s'il y a quelques enjeux internationaux. On est plutôt sur un huis clos scientifique avec des personnages assez banals. Et c'est là pour moi que le livre pêche et n'est pas le chef-d'œuvre du 19e siècle. C'est que, à part le capitaine Nemo et son Nautilus qui sont restés cultes pour de bonnes raisons et qui ont eu une postérité dans plein de genres différents, notamment un certain capitaine misanthrope qui joue de l'orgue dans son navire submersible, mais les autres personnages sont d'une fadeur sans nom, et c'est pas étonnant qu'on ne les ait absolument pas retenus. De même, pour avoir vraiment mis le nez dedans pendant 1 an, je vous assure que littérairement, c'est pas extraordinaire. Tout ce qui tourne autour des sciences et de l'art de la liste, c'est sûr que c'est bien présent, mais à part ça, c'est vraiment pas renversant. Alors je comprends que ce roman ait fait rêver et qu'il ait ses fanatiques, hein. Le monsieur était d'ailleurs très ingénieux, mais on va pas se mentir, c'est pas le très haut du panier. Après, ce n'est que mon avis. On passe au livre numéro 4, qui est encore un livre d'aventure, mais qui n'est pas dans cette liste pour les mêmes raisons que le précédent. Il s'agit de L'Appel de la forêt de Jack London. C'est un livre dont j'ai entrepris la lecture il y a quelques mois parce que je venais de lire La Peste écarlate sur vos conseils que j'avais bien aimé, puis pour 100 $ de plus dont on a parlé il n'y a pas très longtemps que j'avais beaucoup aimé, et donc lancé comme je l'étais, j'ai choisi un autre Jack London, l'un de ses plus connus, qui est donc L'Appel de la forêt. Je savais vaguement qu'il était question de Grand Nord, d'hommes et de chiens de traîneau. Voilà, en gros, mes informations s'arrêtaient là. Bref, j'ai commencé ma lecture, j'étais plutôt contente, je me disais que c'était intelligent et bien écrit. Et puis, assez rapidement, je me suis rendu compte que le personnage principal, c'était le chien. Et donc, on allait lire tout le reste du livre, les aventures d'un chien. Voilà, autant vous dire que j'avais pas du tout signé pour ça. Effectivement, L'Appel de la forêt, c'est l'histoire de Buck, un chien domestique fort en pleine santé qui est volé par un homme
puis vendu pour devenir chien de traîneau dans le Grand Nord américain au moment de la ruée vers l'or. Il doit désormais faire face à la rudesse du climat, mais aussi à celle des hommes, dont le comportement est bien éloigné de celui de ses anciens maîtres. Et face à cette nouvelle vie, Buck va devoir s'adapter ou mourir. Alors bien sûr, comme c'est Jack London, cette histoire est bien plus que de simples péripéties canines, on est sur une réflexion sur ce qui fait l'humanité et la sauvagerie. On n'est pas sur un documentaire animalier ou un livre pour enfants. Pour autant, je n'ai pas réussi à rentrer dans cette histoire. Je pense que le chien, c'est un sujet sur lequel je manque de sensibilité, et donc, malgré le talent de l'auteur et toute ma bonne volonté, je suis restée en dehors de cette histoire. C'est dommage, mais c'est aussi ça, une vie de lecteur, et c'est pas grave. Alors là, pour les 3 prochains livres, on part vraiment sur des opinions polémiques, j'espère que vous ne serez pas trop choqués. On commence avec mon numéro 3, qui est Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Il s'agit d'un roman de KPDP publié en feuilleton en 1844. On est au XVIIe siècle. Un jeune homme, Gascon, d'Artagnan, arrive à Paris dans le but de devenir mousquetaire. Il devient rapidement ami avec 3 d'entre eux, Athos, Porthos et Aramis. Tous les 4 vont devoir mener divers combats afin de déjouer les plans du cardinal de Richelieu et ainsi sauver la France. C'est un roman que j'ai essayé de lire 2 fois et je n'ai jamais réussi à dépasser la moitié. Je trouve que ces personnages de mousquetaires, cette équipe de joyeux lurons, n'est pas aussi sympathique qu'on nous la présente. Passé le début emblématique qui est frais et divertissant, on se retrouve en compagnie de ces messieurs et ils ne m'ont vraiment pas séduite. On est sur du mec poseur, pseudo-héroïque, enrobé d'humour un peu gras. Franchement, c'est pas mon truc et voilà, et j'avais pas envie de vivre ça pendant 900 pages. En fait, je crois que ce roman est moins bien que l'image qu'on en garde. Un peu comme 20 milieux sous les mers tout à l'heure avec Nemo. J'ai l'impression qu'on garde plus les bonnes idées et les personnages cultes que vraiment ce que c'est que lire ce roman, l'expérience qu'on en a au moment de la lecture. La première fois que j'y suis allée, c'était bercée par les souvenirs d'une vieille adaptation qui m'avait totalement enchantée, d'où aussi, je pense, ma déception. Et ma deuxième tentative, pire idée encore, j'ai décidé de le lire après avoir terminé Le Comte de Monte-Cristo, qui lui est indubitablement un chef-d'œuvre. Donc autant vous dire que la déception était d'autant plus grande. Si vous voulez, c'est un peu comme lire les Astérix 100% Uderzo après ceux avec Goscinny. Voilà, il y a un monde. Donc c'est un roman qui a certainement son charme si l'on adhère à l'esprit mousquetaire. Sinon, c'est probablement longué, voire fatigant. On passe à présent au livre numéro 2 qui va certainement briser le cœur de certains d'entre vous, je le sais. Il s'agit du Cid de Corneille. C'est une pièce créée en 1637 dans laquelle Don Diego se voit offrir le poste que briguait Don Gomez. Celui-ci, jaloux et hargneux, lui donne un soufflet, donc une gifle, et ainsi l'humilie. Afin de retrouver son honneur, Don Diego, qui est âgé, envoie son fils Rodrigue. Or celui-ci aime Chimène, la fille de Don Diego, et c'est réciproque. Il se trouve donc déchiré entre son devoir et ses sentiments. Suite à cette vidéo, vous avez été plusieurs à exprimer votre amour pour cette pièce et je vous en remercie. Mais je dois avouer que je ne comprends pas. Enfin, les pères qui se chamaillent, le dilemme, les stances, la réflexion politique, oui, un grand oui. Mais Chimène, comment faites-vous pour supporter Chimène? Certes, elle a ses bons moments, mais sur l'ensemble de la pièce, on dirait une caricature des bons personnages de Corneille. Dans le même genre, Émilie d'Ancina me semble quand même beaucoup plus fine et beaucoup plus aboutie. On est sur un personnage de femme qui n'a donc que peu de pouvoir et qui est prise entre son honneur, faire respecter celui de son père, et ses sentiments pour son amant. Émilie ne pourra épouser Cinna que quand celui-ci aura tué Auguste, qui avait assassiné son père à elle. De même, Chimène ne peut plus épouser Rodrigue depuis qu'il a tué son père. On comprend bien que la pauvre Chimène se retrouve dans une situation difficile avec son amant qui est quand même devenu le meurtrier de son père. C'est sûr que c'est pas évident, mais elle en devient complètement schizo. On a l'impression qu'elle cherche toujours le détail qui l'empêchera d'être heureuse. C'est comme si elle ne voulait pas que les choses s'arrangent. Et pour vous dire, quand je suis allée voir la pièce au printemps qui était montée par la Comédie Française, au bout d'un moment, les gens se sont mis à glousser dans la salle aux interventions de Chimène parce qu'elle donne l'impression
qu'elle est de mauvaise volonté. Alors oui, l'honneur, je veux bien, mais quand tous les personnages et le public crient vas-y, sois heureuse, et que la dame refuse en plus malgré elle, non mais ça devient insupportable. Moi j'avais juste envie de lui dire meuf, s'il te plaît, avance. Donc si vous aimez Corneille, je vous comprends et je vous aime pour cela. Mais il y a mieux que le Cid et surtout, il y a mieux que Chimène. Alors en première position, on s'attaque probablement à l'œuvre la plus aimée des Français. Il s'agit de Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. C'est l'histoire de Cyrano, doué à l'épée et avec les mots, qui est amoureux de Roxane, mais qui n'ose lui avouer ses sentiments car il a un nez démesuré et se sent laid. La jeune femme, quant à elle, s'éprend de Christian, qui est beau mais sans esprit. Cyrano va donc prêter ses mots à Christian afin que celui-ci parvienne à séduire Roxane. Alors oui, c'est mignon, c'est joli, les répliques sont sympatoches et je comprends que ça vous emballe. Mais je vais vous dire un secret. Il existe 1000 fois mieux et ce sont les pièces de Victor Hugo. Vous y trouverez tout ce qu'il y a de bien chez Rostand, des personnages truculents et sensibles, des répliques drôles et pleines de répartie, tout plein de personnages attachants, des rebondissements, de l'amour, du sacrifice, la beauté de la langue, l'histoire avec un grand H, l'héritage shakespearien, et j'en passe. Cette vie, cette verve, cette générosité que vous aimez chez Rostand, vous la trouverez en mieux chez Victor Hugo. Parce que Rostand choisit, à la fin du 19e siècle, de faire une pièce comme on n'en faisait déjà plus. À ce moment-là, en gros, les genres qui dominent sont plutôt du théâtre social, poétique, ou alors le vaudeville ou le mélodrame. Et lui, Rostand, choisit de faire une pièce en vers, notamment inspirée du théâtre romantique. Le théâtre romantique étant celui de Victor Hugo. Et ça se voit, et je suis désolée. Mais pour moi, Cyrano, c'est du Victor Hugo au rabais. Et je ne dis pas ça que parce que je suis une éternelle convaincue du théâtre de Totor dans ces années 1830, mais aussi parce que c'est un héritage qui a pesé à Rostand car il se savait illégitime. À la création de la pièce, certains parlèrent de bluff littéraire et d'autres y virent le retour de Victor Hugo et la promesse d'un nouvel âge d'or. On cria au génie. Rostand, qui se savait du talent mais pas davantage, se trouva comme blessé, déséquilibré d'une pareille méprise. On peut dire qu'il ne se remit jamais du triomphe de Cyrano. Et lui qui écrivait beaucoup, n'écrira ensuite pratiquement plus. Je vous invite donc fortement à découvrir les pièces de Victor Hugo, c'est-à-dire Hernani, Marion Delorme, Marie Tudor ou encore Le Roi s'amuse. Lisez-les, revenez me voir et dites-moi si, en toute sincérité, en toute intégrité intellectuelle, vous trouvez toujours que Cyrano est la meilleure pièce jamais écrite. Je vous attends. Voilà, c'en est tout pour cette liste qui, bien entendu, est à prendre avec son degré de mauvaise foi, parce que c'est aussi ça, lire, c'est être partial, c'est s'amuser et c'est ne pas aimer certains chefs-d'œuvre, et ce n'est pas grave. Il en existe suffisamment pour que chacun en trouve un à son goût, et c'est ça qui compte. J'attends avec impatience votre liste, votre top 5 du désamour en commentaire. Je vous rappelle aussi que vous pouvez vous abonner, liker et partager cette vidéo. À tout de suite. Zagargouille dans ma tête.